de Vincent, que je connais depuis quelques temps, et même moins longtemps, mais avec beaucoup de joie. Quelque chose qui a à voir avec l'enthousiasme, qui est quand même extrêmement intéressant dans le métier qui est le nôtre. Mais si vous regardez sur le site, il y a une phrase étrange, quand vous lisez les choses, ils disent qu'eux, ils appréhendent le processus globalement, entre parenthèses, pas côte à côte. C'est pas sur le petit flyer, c'est sur le site. Et entre parenthèses, pas côte à côte. C'est étrange quand même. C'est un centre donc où les gens n'appréhendent pas la problématique de ceux qui sollicitent leur aide de manière côte à côte. Il faut que ce soit global. C'est un peu étrange ce mot. Et donc je voulais vous proposer de réfléchir quelques minutes, je suis psy, quelques minutes avec vous. Je ne vais pas vous ennuyer très longtemps sur cette idée de globalité. Parce que je pense que si on accepte de se promener un peu autour de ce concept, alors ce soir on n'assiste pas à un événement banal. Vous savez que les psys mettent leur savoir au service de leur ignorance dans des lieux confinés. Oui, je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais quand vous êtes traversé par une difficulté humaine, vous tapez à la porte d'un psy qui vous reçoit dans un bureau, donc il ferme la porte. Et puis, vous déposez votre difficulté en face de quelqu'un que vous pensez être quelqu'un qui sait ce qui vous arrive. Alors qu'en fait, le psy, s'il est un tout petit peu honnête, sait très très bien que ce qui vous arrive, il n'en sait rien. Son savoir consiste non pas à connaître ce qui vous arrive, mais à chercher avec vous, parce que lui peut-être c'est un chercheur, c'est un curieux, c'est un baladin qui met son ignorance au travail. Le psy c'est un ignorant. Vous savez que dans le monde de l'aide, dans le monde de la difficulté à être, vous avez d'un côté les sachants, et de l'autre côté les ignorants. Les sachants par exemple sont les avocats, ou les professionnels en harcèlement. Ce sont des sachants. Vous arrivez chez eux, ils savent. Vous arrivez chez eux, vous les posez votre question et ils vous disent « je sais ». Et puis à côté de ça, vous avez les psys qui sont des ignorants. Vous leur dites « j'ai un problème », ils disent « ah oui, depuis longtemps ». Racontez-moi ce que vous avez tenté de faire, quelles sont les difficultés qui sont les vôtres, quelles sont les ressources. Et alors vous dites, mais vous avez ce que j'ai? Oui, bien sûr, mais racontez-moi et parlez-moi de votre mère, de votre père, de votre cousin, de votre voisin. Et c'est un peu troublant, parce qu'il cherche. Et si vous cherchez, c'est que vous ne savez pas. Et en effet, le psy, c'est un ignorant. C'est un gars qui a fait, moi je suis licencié, ça m'en dit toujours, licencié en sciences psychologiques, je suis donc un scientifique. Oui, je sais. Moi aussi, ça me fait rire, je ne suis absolument pas scientifique du tout. J'ai passé un jour un QI dans ma vie. Et je tiens à préciser que j'ai 79 de QI, c'est-à-dire que je suis à peu près proche de la débilité légère, et je la revendique comme telle. Mais je suis donc un ignorant qui s'interroge sur les procédures thérapeutiques qui peuvent être les nôtres. La plupart du temps, quand vous adressez un psy, il fait deux choses. Il met son savoir au service d'un questionnement sur ce qui vous arrive, il est curieux, et il le fait dans un lieu confiné. Il garantit que la porte est close, et que ce que vous allez lui raconter, il le reçoit dans quelque chose qui a à voir avec l'intimité d'un lieu discret. Le monde est dehors. La porte est fermée et garantit que le monde reste dehors. Et quand vous franchissez la porte de thérapie, on vous propose un autre modèle. On vous dit qu'on va vous appréhender de manière globale, afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux. La première partie m'intéressait, la deuxième me questionne. Ce qu'il y a de mieux, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ici, quand vous déposez votre difficulté, on ne va pas tous regarder ensemble dans la même direction, on va commencer à se questionner sur qu'est-ce qui vous arrive. Et si vous réfléchissez bien, en fait, la modélisation de thérapie, elle est loin d'être absurde parce qu'au fond, c'est celle dans laquelle on a grandi. Au fond, quand vous vous adressez à un psy, la question que vous vous posez, bien sûr, elle est fantasmatique. Qu'est-ce qu'il pense de ce que je lui raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce que je lui raconte? Donc la partie thérapeutique de l'ignorance du psy, c'est la construction que vous faites à partir de ce que vous imaginez qu'il fait avec ce que vous lui dites. Hein, donc quand vous arrivez chez un psy, vous lui dites « j'ai un problème avec mon père ». Ça n'a pas l'air de l'intéresser, je ne sais pas par là que je dois aller, j'ai un problème avec ma mère. Il fait « ah, ça m'intéresse ». Donc il est en train de penser que j'ai un problème avec ma mère. C'est clair, vu sa réaction, quand j'ai parlé de mon père, ça ne l'a pas intéressé. Quand j'ai parlé de ma mère, ça l'a intéressé, donc le problème que j'ai, c'est avec ma mère. C'est évident. C'est évident. Donc il y a une construction fantasmatique, c'est-à-dire que vous déposez votre histoire et vous invitez celui qui vous écoute et vous regarde à construire la représentation de la problématique que vous avez au travers de la réaction ou non qui est la sienne.
Le pire, naturellement, ce sont les psys qui prennent note. Parce qu'au moment où ils prennent note, ça veut donc dire que ce que vous venez de dire à ce moment-là est important, parce que ce que vous avez dit avant, il n'a pas pris note. Donc ça n'est pas intéressant. Donc, il est certains psys qui enregistrent les entretiens de manière à ne pas devoir prendre note, et d'autres qui, après chaque entretien, notent vite pour que, justement, le patient ne se construise pas une représentation transférentielle de ce que vous lui avez dit au travers de ce qu'il a dit et pas dit et réagi. C'est donc compliqué. Ici, quand vous vous adressez à thérapie, si vous vous adressez à l'un, on va vous dire, il faut encore vous envoyer 8 autres. Quand vous aurez vu tout le monde, on va discuter 3 mois ensemble, et puis on vous dira. Ce qui est quand même intéressant, au-delà de l'exagération modeste de ma proposition, ça veut donc dire quelque part qu'il va se passer quelque chose de très différent dans la rencontre entre quelqu'un qui toque à la porte et thérapie. Parce que ce qui va se passer, c'est que son histoire va être portée au moins par 2 personnes. Il y a au moins 2 personnes qui vont questionner le sens du dépôt. Ça veut donc dire que la personne se dit, lorsque je rencontre Vincent, et puis je rencontre Emmanuel, qu'est-ce que Vincent a dit à Emmanuel? C'est-à-dire quelque part que la construction que je vais faire de ma différence va se faire à l'intersection de ce que j'imagine que ces personnes partagent entre elles. Or, cette histoire-là, c'est la nôtre. Si vous vous souvenez bien, nous sommes des êtres de narration, nous sommes des êtres de parole, nous sommes des êtres d'histoire. Quand nous naissons, nos parents ne nous laissent pas faire. Ils s'occupent de nous, mais ils s'occupent d'une manière qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont nous raconter des histoires. Mais pas n'importe quelles histoires. Ils vont nous raconter des histoires sur notre vie, notre famille, nos origines, et ils vont nous dire ce qu'ils estiment nécessaire que nous sachions. Et ils vont oublier de nous dire ce qu'ils estiment nécessaire que nous ne sachions pas. C'est-à-dire quelque part que mon père, un jour, dans un grand moment d'idiotie, au cours d'un déménagement, a donné à mon fils mes bulletins scolaires. Sur l'un des bulletins, il était marqué « Lorsque j'exige le silence en classe pour regarder les mouches voler, votre fils passe son temps à les admirer. » Mon père avait répondu « Plutôt que de souligner en rouge ce qu'il fait mal, pourriez-vous souligner en bleu ce qu'il fait bien ? Ça le soutiendrait et ça vous ferait faire des économies de pique. » Si bien que quand je me suis adressé à mon fils pour lui dire « Écoute Simon, tu vas un peu travailler à l'école », il m'a dit « Écoute papa, t'as vu ton bulletin ?» J'avais oublié de lui dire que ma scolarité avait été modeste. J'avais surtout insisté sur le fait que la sienne devait être bonne et j'avais oublié de préciser un peu les quelques trémolos que ma scolarité a suivis. Nous racontons à nos enfants les histoires que nous avons envie qu'ils sachent, tout en oubliant les histoires que nous avons envie qu'ils oublient. Eux vont les oublier. Nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que nous ne devons pas dire ce que nous ne voulons pas qu'ils sachent. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons, puisqu'au travers de ce que nous disons, nous faisons attention à ce que nous ne disons pas. C'est ce qu'on appelle dans la littérature les secrets de famille. Vous savez qu'il y a 2 types de secrets. Il y a les secrets qu'on porte tout seul, et puis il y a les secrets qu'on porte à plusieurs. Nous sommes plusieurs à savoir quelque chose à propos de Vincent. Certains d'entre vous ne savent pas, mais d'autres savent. Vous voyez de quoi il s'agit. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas ignorent qu'ils ne savent pas. Mais ceux qui savent, savent que certains ignorent. Ils vont dès lors, quelque part, faire attention pour bien dire à d'autres. Nous savons. Mais de manière suffisamment subtile que pour ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Nous allons donc produire une communication qui est construite sur la discrétion qui permet à ceux de savoir qu'ils savent, tout en excluant du savoir ceux qui ne savent pas. Mais malheureusement, certains pensent qu'ils ne savent pas, alors que certains savent. Et certains à qui ils s'adressent, pensant qu'ils sachent, sont en fait des ignorants. Ce qui veut donc dire que tout système familial dans lequel un enfant construit son identité est en fait un tissu phénoménal de mensonges qu'on appelle la vérité, qui est, je lui dis tout ce que je veux qu'il sache en oubliant tout ce que je ne veux pas qu'il sache, de manière à ce que lui, quand il racontera l'histoire de sa famille à ses enfants, il racontera mon mensonge comme une vérité, et puis débrouillera avec ses mensonges à lui. La vie familiale est donc cet univers très particulier où l'on se raconte des histoires qui ne sont pas des histoires de vérité.
Elles sont phénoménales parce qu'elles sont, en soi, très thérapeutiques. La vérité n'existe naturellement pas. Nous grandissons dans un univers où les histoires qu'on nous raconte sont bourrées de malentendus, bourrées d'à peu près, d'oublis, de mensonges, de secrets. Et c'est extraordinairement bien que ça se passe comme ça. C'est naturellement sain que ça se passe comme ça. On s'y prend avec nos enfants de manière à leur protéger, les protéger de ce qu'on estime être ce qui les abîmerait. Vous savez bien quelque part qu'on a tous envie de se débrouiller avec notre histoire de manière à ce qu'elle soit construite sur la fierté. Et on oublie les petits mensonges, les petites choses qui nous encombrent. Au fond, pourquoi encombrer nos enfants avec nos histoires faites de mensonges et de honte? Et à leur tour, ils feront la même chose. C'est pas du tout de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Ce qui est important à comprendre, c'est que la nacelle dans laquelle l'individu accède à se construire une représentation de ce qu'il est, et donc un univers narratif fait de plusieurs porteurs qui se débrouillent avec les informations qu'ils partagent en sachant quelque part qu'à toute intersection, il y a un malentendu potentiel. Et c'est le malentendu qui va en quelque sorte nous libérer, parce qu'à certains moments, nous allons dire à peu près ce que nous pensons devoir dire, mais qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on aurait voulu dire, si bien que l'autre va se rendre compte qu'en fait, ce qu'on lui a dit à la veille n'est pas tout à fait ce qu'on dit aujourd'hui, et donc il va dire, mais attends, tu m'as pas dit la même chose hier, merde, je suis pris en flagrant délit. Ce que j'ai dit n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, et donc le malentendu est absolument extraordinaire, car c'est ce qui va amener à ce qu'on soit dans la question, dans le doute, dans l'interrogation. Nous allons aller voir nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, les gens qui constituent cette nacelle qui nous entoure, cet univers narratif porté par la parole de plusieurs. On va aller les voir, on va aller leur dire, attends, raconte-moi, je ne comprends pas. Et il va donc y avoir ce mouvement extraordinairement intéressant dans lequel on s'approprie son histoire au travers, non pas de la vérité, comment dirais-je, froide et contenue, mais de quelque chose qui est justement en mouvement. Il sera par la suite à la croisée de multiples histoires. Les psys, ce sont des gens qui ont des épistémologies, qui ont des certitudes, des doutes et des croyances. Ils ont des modèles. Je n'aurais absolument jamais raconté l'histoire comme madame. D'abord, tout simplement parce que le problème de la girafe est absolument invraisemblable. Quand CMV, communication non violente, on ait choisi la girafe comme modèle de celle qui dit bien, puisque la girafe est le seul animal sur Terre à ne pas avoir de corde vocale. Donc le modèle de la transmission de la bonne parole, c'est un muet. Je trouve qu'en termes d'épistémologie, c'est très douteux. Et pourtant, dans ce que madame a dit, qui n'est pas ce que moi j'aurais dit, car j'aurais raconté l'autre histoire autrement, il y a un malentendu entre elles. Il y a un malentendu. Si nous discutons ensemble, d'abord, je connais bien Mons, mais si nous discutons ensemble, non, j'ai toutes les premières fois de ma vie se sont passées avant. Toutes. La première fois que j'ai fait du vélo, mais l'idée fondamentale, c'est que dans la construction que madame a faite, c'est pas la mienne. Je n'ai pas la même histoire. Alors nous avons deux possibilités. Ne pleurez pas. Nous avons deux possibilités. Soit nous combattons, parce que je veux lui montrer qu'elle a raison, non, qu'elle a tort, et moi j'ai raison. Enfin, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, c'est une épistémologie de combat. Et dans beaucoup de centres, ce qui va se faire, c'est qu'il y a des combats d'école. Et les psys sont très doués à ce niveau-là pour essayer de démontrer que non seulement j'ai raison, mais surtout tu as tort. Et c'est très stérile, parce que quelque part, qu'est-ce que ça apporte à un homme de rencontrer quelqu'un qui détient la vérité? Ce qui va permettre à un homme d'évoluer dans son histoire, c'est quand il rencontre quelqu'un qui met son doute au service de son ignorance, au travers d'une épistémologie qu'il a caressée quelque peu dans sa tête, et qui l'amène à questionner ce que l'autre lui raconte, et qu'il va par la suite pouvoir déposer à l'intersection d'un autre regard. Et dans les deux malentendus va naître, à ce moment-là, un espace thérapeutique. Car nous sommes au fond nés à l'intersection des improbables, des communications qui nous ont entourés, et ce modèle-ci est un modèle qui vient répondre à cette question-là. Parce que voyez-vous, une des questions qui a toujours été extraordinairement intéressante dans le champ de la santé mentale, c'est de savoir si vous avez un problème ou si vous êtes un problème. Ce n'est pas un jeu de mots. À force d'être un problème, on peut finir par en avoir. Mais c'est deux épistémologies qui sont radicalement différentes. Avoir un problème, on lit ça dans tous les livres de psy, j'ai un problème d'estime de moi, de dépression, de machin. J'ai un problème. J'ai. Mais de temps en temps, si vous, par exemple, si vous prenez quelqu'un qui boit, en fait, lui, il n'a pas de problème.
il a un symptôme, la boisson ou le tabac, dont tout à l'heure Vincent, parce que j'avais envie quand même de dire que Vincent va nous faire une conférence et il aura un franc tabac. Et ça fait 2 jours que j'espère le placer. Mais l'idée importante, si vous voulez, c'est que on peut être un problème. C'est-à-dire qu'en fait, le symptôme qu'on porte, c'est quelqu'un d'autre qui en souffre, et c'est quelqu'un d'autre qui en a ras-le-bol. En fait, si vous regardez le petit film de Madame, le symptôme est porté par un gamin, mais l'inquiétude est portée par un autre. En fait, il est très fréquent que dans le métier qui est le nôtre, la problématique qui est la nôtre n'est pas portée uniquement par nous. Quand vous prenez une situation d'alcoolisme, il est très régulier qu'un homme boive, que sa femme en ait ras-le-bol et que ses enfants en souffrent. Et donc la complexité du tissu dans lequel la problématique se met en mouvement, je suis en face d'une systémicienne, ça porte bien, est très intéressant de questionner à ce niveau-là. Et c'est en ce sens-là que je trouvais extraordinaire la modélisation de cette pensée globale, qui va donc s'inventer une manière de penser l'improbable. Ça, c'est vraiment